Et j'attends maintenant sur le plateau Antoine Papuchon. Antoine Papuchon s'approche. Nous sommes dans notre première séquence retour d'expérience. Et Antoine Papuchon, donc, c'est quelqu'un qui fait partie de l'agence d'architecture Corset-Roche, basée à Poitiers, dans la Vienne, et depuis sa création en 1983. Et vous avez repris, en co-gérance avec un autre architecte, Philippe Mulnet, cette agence depuis 2010. Voilà. Et en termes de retour d'expérience, vous allez nous parler effectivement de ce que vous avez fait à Vouillé, dans la Vienne, 18 logements pour la gendarmerie. Et pour cette réalisation, vous avez été lauréat du prix régional catégorie Habiter ensemble 2020. Parfait. À vous la parole. Très bien. Bonjour à tous. Je pense que vous avez un retour devant, là. Oui, j'ai un retour devant. Et pour nos amis internautes, c'est bien de regarder face à vous. Très bien. Il faut juste qu'on arrive à le lancer. Voilà. D'accord. Super. Merci. Oui, effectivement, je vais vous présenter un projet de gendarmerie qu'on a réalisé à Vouillé dans la Vienne. Excusez-moi, sauf si ça vous gêne, vous pouvez aussi enlever pour le temps de votre prise de parole. Ça évitera de brouiller le son. Ce sera plus facile. Donc, je vais vous présenter ce projet. Tout d'abord, effectivement, le contexte, le contexte de l'opération, le choix du site qui est essentiel pour une gendarmerie, ensuite les objectifs du maître d'ouvrage, et ensuite on regardera ensemble le projet avec le parti pris, notamment la fonctionnalité, et quelques vues du chantier qui illustreront le propos. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, d'abord, quelques mots sur l'opération. C'est un projet en maîtrise d'ouvrage public. Donc, on avait un maître d'ouvrage qui était la communauté de communes du Haut-Poitou, avec une volonté forte qui était de relocaliser la gendarmerie actuelle, qui est une brigade territoriale autonome, pour lui offrir de meilleures qualités de vie et de travail, puisque la gendarmerie existante était vieillissante. Donc, on parle ici de 18 logements et de locaux administratifs et techniques pour un coût global de 4 470 000 €. Donc, un petit mot sur le calendrier de l'opération. Donc, il y a une procédure de concours pour laquelle on a été désignés lauréats en décembre 2015. Le permis de construire a été obtenu en avril 2017. Et on a démarré le chantier en janvier 2018 pour une durée de 21 mois. Donc, je disais tout à l'heure, le choix du site est essentiel pour une gendarmerie. Il fait l'objet d'un agrément d'ailleurs du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un processus assez long qui nécessite une mûre réflexion. Vous le voyez en fait qui est identifié en rouge sur la vue aérienne. Donc, c'est sur une zone urbanisée. À proximité d'un centre-bourg, on le voit. Si on le voit à l'écran, c'est bon. Il y a un cercle rouge effectivement qui permet d'identifier le centre-bourg. Et à proximité d'autres équipements, d'équipements publics structurants, que ce soit un centre d'incendie et de secours, une salle polyvalente, un équipement, une école élémentaire, donc ce qui est important pour les familles et les enfants qui vont grandir ici, et un complexe sportif avec un gymnase et des équipements extérieurs. Chose essentielle pour une gendarmerie, bien sûr, c'est d'avoir un accès proche, rapide. Ici, on est proche d'une nationale. C'est le trait rouge que vous voyez sur la vue. Et voilà, donc ça permet effectivement d'avoir des interventions qui peuvent partir rapidement. Et pour terminer, effectivement, ce terrain est accolé à un tissu pavillonnaire existant. Donc l'idée, c'était de le mettre en connexion avec le reste. Donc on est sur un terrain qui est d'une surface de 20 000 m², avec une forte déclivité, 8 mètres environ. Donc vous voyez, effectivement, le point haut est au sud du terrain. Donc les objectifs du maître d'ouvrage, et c'est là où on va commencer à rentrer dans les problématiques bois. Les objectifs, c'est effectivement de faire un équipement fonctionnel et identifiable, accueillant, sécurisant et valorisant pour les gendarmes,
offrir aux utilisateurs donc, des espaces de travail qualitatifs et fonctionnels, et aussi pour que les familles aient un lieu agréable de vie et oublient un petit peu, autant que possible, cette vie de casernement qui peut parfois être difficile. Il y avait une volonté du maître d'ouvrage d'utiliser des matériaux biosourcés et recyclables. Il fallait bien évidemment qu'on réponde au référentiel des besoins du ministère de l'Intérieur. Je le mets ici parce que c'est important, on a un cahier des charges très strict et qui conditionne terriblement en fait, la conception du projet. Et on avait une volonté politique forte de développer une architecture avec des performances énergétiques d'un niveau BEPOS et Finergie+. Je vous rappelle qu'on est à un concours en 2015. Et donc l'idée, c'était de faire la première brigade territoriale autonome labellisée de la région Nouvelle-Aquitaine, chose qui a été réalisée. Je vais vous parler du parti architectural. Une gendarmerie constituée de 2 zones fonctionnelles. Une première qui est une zone dédiée aux professionnels, donc qui doit être proche de l'espace public, que l'on a positionné donc au sud de la parcelle. Vous avez noté sans doute au passage que la parcelle a une forme légèrement trapézoïdale. Donc on a positionné l'espace d'entrée sur l'espace le plus restreint pour développer par la suite la deuxième zone, qui est une zone privée, donc qui est à l'arrière, plutôt sur la partie basse et nord du site, la partie la plus large, pour que effectivement l'espace de vie des gendarmes soit plus abrité de la vue du public. On a structuré le projet de la manière suivante. On a 2 vocabulaires urbains que l'on a développés, qui est la première une idée de rue, en fait, qui se développe depuis l'entrée du site. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Non. Depuis l'entrée du site, donc, qui passe le long des locaux fonctionnels des gendarmes et le long des logements collectifs que l'on verra tout à l'heure. Et cette idée de rue se prolonge et vient se développer ensuite, s'ouvrir sur une placette, qui est un rôle fonctionnel, qui est une placette de retournement, bien sûr, mais qui est surtout développée, que l'on a travaillé comme un espace, comme un cœur d'îlot, et un lieu de vie et de partage autour desquels se développent les logements. Pour continuer sur les liaisons et sur les accès, un accès de gendarmerie est un accès unique pour des questions de sécurité. Mais on a réussi à travailler avec les gendarmes pour créer un deuxième accès piéton, c'est ce qui est identifié en rouge sur l'écran, et avec des cheminements doux à l'intérieur du site, comme des lieux de promenade et des cheminements qui permettent d'oublier, en fait, quand on sort de la zone fonctionnelle des bureaux, pour oublier que l'on est dans une gendarmerie et que l'on ait des cheminements comme dans un tissu pavillonnaire plutôt classique. Dernier point, et là on découvre le projet, on a développé une volumétrie assez singulière qui était propice justement à l'appropriation, à l'identification. Donc on revoit sur cette image, donc en haut de l'image, on a les locaux fonctionnels et sur la partie basse, les logements voilà, qui serpentent et qui se développent autour de la placette. Je vais vous parler un petit peu de la fonctionnalité des locaux. Assez brièvement sur la partie des locaux techniques, je ne vous montrerai pas de plan pour des questions de sécurité, vous le comprendrez. Donc sur la partie locaux techniques, il y a 3 entités globalement. Un espace d'accueil qui est le prolongement du parvis. C'est le petit point rouge que vous voyez à l'écran. Un pôle administratif qui est dans le prolongement de l'espace d'accueil. Un pôle judiciaire qui est en fond de la cour de service avec un accès pour les gardés à vue lors des retours d'intervention. Donc ces 2 éléments s'articulent autour d'un patio central qui permet d'apporter de la lumière. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement les locaux fonctionnels sont orientés sud, ce qui permet effectivement d'avoir des performances et des apports solaires gratuits avec un contrôle solaire qui se fait par des brises soleil. Dernier élément, c'est effectivement les locaux de service, les locaux techniques. On parle de garage et de groupes électrogènes et de réserves sèches. Tout ça vient fermer la cour de service. Donc une fois qu'on a franchi ces bâtiments de travail, on arrive effectivement sur la partie logement. On voit quelques illustrations du projet terminé. Ce qu'on a voulu développer, ce qu'on développe sur nos projets, c'est en résonance au HQE, c'est la haute qualité de vie.
Effectivement, on veut des espaces où on se sente bien et où les familles peuvent vivre aisément dans cet espace fermé de gendarmerie. Donc, cette haute qualité de vie passe notamment par des espaces extérieurs de qualité. Donc, on retrouve la placette sur la gauche et une vue sur la droite, avec des espaces plantés, engazonnés, où les enfants peuvent jouer. Et il peut y avoir des moments de partage assez facilement. Donc des espaces paysagers de transition également, pas uniquement ces espaces de placette, de transition, ces liaisons piétonnes dont je parlais tout à l'heure, qui serpentent et qui cheminent entre logements, entre les logements collectifs et logements individuels. Donc cette haute qualité de vie passe également par le traitement et la qualité des entrées pour que chacun puisse s'approprier son logement. On a un travail, vous le voyez, sur une sorte de soubassement, de quelque chose d'assez uniforme, qui est ponctué par des entrées où il y a une place de stationnement couverte, une pergola végétalisée, et on a des éléments qui viennent en émergence, en porte-à-faux, qui abritent l'espace d'entrée. On a également beaucoup travaillé les orientations autant que possible sur les logements pour avoir travaillé justement sur les apports solaires gratuits et avoir un développement autour de la placette et le long de cette rue, avoir des entrées uniques. Chaque entrée dessert un seul logement et des espaces extérieurs tournés à l'opposé des entrées sur la périphérie de la gendarmerie. Donc chacun peut avoir son espace extérieur individualisé. Il faut simplement noter que sur une gendarmerie, il n'est pas possible d'avoir un jardin fermé, puisqu'on a un chemin de ronde périphérique, donc on ne peut pas fermer les espaces. Donc sur les vues, effectivement, vous voyez des espaces verts ouverts, mais c'est une obligation programmatique. On a fait un choix au moment du concours. Alors un concours est toujours un moment où on prend des risques. On avait pris celui-ci, donc on a 18 logements, mais dans les 18 logements, on a émis l'hypothèse, on a fait le choix de développer 6 logements en semi-collectif, ce qui permet de dégager de la surface au sol, puisqu'on était sur un terrain de 20 000 m² qui pouvait contenir effectivement les 18 logements individuels, mais c'était très très dense, et au détriment justement de cette qualité d'usage. Donc on a fait le choix de développer des logements semi-collectifs. On dit semi-collectifs puisqu'ils disposent chacun de leur entrée. On le voit un petit peu sur les vues. On voit un escalier qui permet d'accéder au logement de l'étage notamment. Et on a cette individualisation qui est conservée. Et on voit sur la vue de droite, effectivement, où il y a là l'herbe n'avait pas encore poussé, mais on voit nettement effectivement de grands espaces qui permettent d'être appropriables par tous. Je vous ai mis à l'écran effectivement des plans des logements. On est sur des logements individuels. Donc il y a une erreur sur le PowerPoint. On est bien sur une typologie T4, T5, T4. C'est important pour la suite. Alors, vous avez vu une architecture qui était assez fragmentée finalement, mais on a quand même travaillé sur une certaine standardisation en travaillant un rez-de-chaussée assez unitaire, qui serpente tout autour de la placette et sur lesquels on vient poser des éléments qui correspondent aux chambres. Donc en fait, on a les espaces de vie bien sûr au rez-de-chaussée, avec les locaux plutôt humides côté espace commun circulation, et les séjours à l'arrière côté jardin. Donc on a une vue ici du rez-de-chaussée, on voit nettement une certaine répétitivité du rez-de-chaussée. Et au R+1, on est venu donc travailler donc le rez-de-chaussée est en bloc, est en parpaing, et l'étage est en ossature bois. Et suivant la typologie, T4, T5, T4, je le rappelle, on voit que l'on vient rajouter un élément supplémentaire pour passer du T4 au T5. Et on a même un T6, je ne l'ai pas mis ici, mais qui permet aussi on rajoute un module de plus. Donc cette standardisation nous a permis effectivement de développer une économie de projet et un gain de temps sur le chantier. Je tiens à dire effectivement que le bois n'était pas le point de départ en fait du projet. C'est venu naturellement en fait dans le processus de conception sur cette recherche justement de
de standardisation, de travail, un peu répétitif, mais tout en laissant une certaine liberté. Donc là, j'ai quelques données techniques que je vais lister voilà, de manière assez rapide. Sur les logements, là, uniquement, on est donc sur un rez-de-chaussée sur des blocs de parpaing. On a une isolation par l'extérieur en laine de bois, pour aller chercher un R de 5. On a en laine de bois également sur le R+1 avec l'ossature bois, on a un R de 8,5. On a une isolation des parties horizontales en ouate de cellulose en 500 mm. Chauffage et eau chaude sanitaire, on a une production pompe à chaleur, on est sur une ventilation assez classique en hygrobé. Effectivement, pour passer en BPOS, on a installé des panneaux photovoltaïques. Sur les logements individuels, on a 245 mètres carrés. Et sur les logements collectifs, on a 82 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Pour obtenir effectivement cette labellisation, on a poussé le curseur de perméabilité à l'air à 0,4, chose qu'on a réussi à faire, qui a posé un certain nombre de soucis à la fois en conception, mais surtout en chantier. Mais les résultats étaient là, donc c'est plutôt assez favorable. On a effectivement en performance, en consommation d'énergie primaire, on a moins 76 et moins 105 sur les logements individuels. Moins 105, pardon. Quelques photos du chantier, effectivement, pour montrer, pour illustrer ce mode constructif. On voit très clairement ici un rez-de-chaussée, une construction plutôt traditionnelle en parpaing. Sur la photo de droite, on voit les éléments effectivement d'ossature bois qui sont déjà montés ou partiellement montés ou en cours de montage, parce que je crois qu'il y a un élément qui est accroché à la grue. Donc on est en plein montage. Les éléments arrivés effectivement d'ateliers pré-montés et étaient assemblés sur le chantier au fur et à mesure. Donc l'isolant était intégré, ainsi que le pare-pluie. Donc là, par la suite, on est venu isoler les rez-de-chaussée et on voit effectivement les évolutions du chantier où le bardage bois en Douglas vient prendre place sur toutes les rez-de-chaussée des logements. Tandis que le zinc, puisqu'on est sur un zinc qui est un zinc de type Azengar, c'est de marque VM Zinc, le zinc vient habiller toutes les parties à étage, donc à la fois sur les logements collectifs, la vue de gauche, et sur les logements individuels, à droite, où on commence à lire les animations des façades. Voilà, donc on a une vue en cours chantier sur la gauche et la même à droite, où tout le projet prend vie justement avec ce jeu de matériaux entre le bois qui a cette couleur blonde et puis le zinc qui est un gris très légèrement argenté. Oui, en montant le PowerPoint, je suis tombé sur cette image-là qui m'a beaucoup amusé, puisque c'est un peu une résonance à ce que l'on a fait depuis. C'est un projet qui date de 2015. Depuis, on a prolongé cette expérience de bâtiment de vouillé, de gendarmerie en bois. Et on a fait différentes formations, propaille, construction en terre crue, béton de chanvre et béton de bois prochainement. Et on a développé, et c'était assez amusant, j'ai trouvé ça amusant par rapport aux partenaires qui sont à cette rencontre, que sont ODIS et Résonance Paille, de vous montrer aussi très rapidement, mais ces projets-là, qui sont dans la continuité vraiment de la gendarmerie, sont donc une maison de santé pluridisciplinaire qui est en bois paille, alors qui n'est pas sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui est dans le 37. Un pôle enfance en bois paille et en bardeau de châtaignier, donc c'est pour reprendre aussi dans la continuité de ce qui s'est dit précédemment. Donc on peut effectivement utiliser du châtaignier, donc à la fois en couverture et en façade. Donc là, c'est aussi dans le 37, sur une commune qui s'appelle Château-la-Vallière. On est sur un pôle enfance. Et un petit clin d'œil à ODIS. Par rapport au BDNA, dont on parlera, donc, je crois, demain, sur un projet fraîchement médaillé, médaille de bronze en phase conception, qui est un des premiers, en fait, qui a été primé à Poitiers. Où là, on a un petit peu d'ossature bois, effectivement, sur les volumes de l'étage.
Voilà, j'ai ouvert toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Antoine Papuchon, on l'applaudit. Vous pouvez me rejoindre sur les fauteuils ici et répondre aux différentes questions que votre intervention aura pu susciter. C'était intéressant, effectivement, que vous nous parliez de ces réalisations plus récentes après l'exemple de Vouillé, parce qu'on est au cœur aussi de ce dont on va parler demain, en fait. Certains continuums entre le bois et puis d'autres matériaux biosourcés. Ça me semblait intéressant, effectivement, de faire la passerelle. Voilà. Avec ce qu'on va voir demain. Oui, bonjour, Thomas Laporte, Alterbati. Je vous remercie pour votre présentation. Je comprends le choix de standardisation de votre projet, mais je m'interroge sur les choix d'orientation qui sont pour le coup des habitations non standardisées, et voilà de ce que ça comporte en termes d'apport solaire, thermique, puis notamment sur les études thermiques, sur le photovoltaïque, les séjours lumineux qui pourraient être tous au sud éventuellement. Voilà, et pourquoi ces choix, s'il vous plaît. Merci. Alors, pourquoi ces choix? Alors, effectivement, il y a un moment donné, on ne peut pas avoir des bâtiments tous orientés sud et parfaitement orientés, surtout sur une parcelle qui était quand même assez compliquée, puisque trapézoïdale. Alors, on s'est posé la question, clairement, en phase conception. On a fait un choix qui était celui de vraiment tourner les espaces privatifs sur un espace qui ne donne pas sur la place de retournement. On pourrait remettre un plan masse, mais vous verrez qu'il y a assez peu finalement de logements. On a essayé de vraiment les tourner. Les séjours, il y a des séjours orientés nord, c'est certain, mais c'est pas la majorité. Voilà. Effectivement, ça nous a quand même permis effectivement d'avoir une certification BEPOS, une labellisation BEPOS, avec de bons résultats thermiques. Je vous remercie. Merci. Voilà, deuxième question. Oui, Apolline de Xylofutur de nouveau. Ma question, j'ai entendu que le rez-de-chaussée est en parpaing. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est par rapport à votre certification ou par rapport à une économie? Il est double, en fait. Il était en 2015, effectivement, il nous permettait d'apporter de l'inertie. Pourquoi je dis 2015? Parce que notre démarche a aussi évolué depuis. Mais effectivement, il était pour apporter de l'inertie, de la masse au rez-de-chaussée. Mais également, d'un point de vue économique, clairement, on ne pouvait pas rentrer dans le budget en faisant entièrement en ossature bois. Voilà. Oui, Pierre Marsan, je suis architecte aussi. Ce qui est intéressant, c'est que vous présentez une évolution de votre démarche. Et quelle est la part de la formation que vous faites pour s'adapter à toutes ces évolutions? Alors, on se forme effectivement, que ce soit moi ou mon associé ou nos collaborateurs. J'ai ma collaboratrice là, qui sort d'une formation en terre crue. Donc tous les ans, on se forme pour effectivement suivre au plus près les évolutions et savoir comment construire. J'ai moi-même fait la formation ProPaille à Bordeaux. Et c'est indispensable effectivement de faire une grande place à la formation professionnelle. Mais ça, c'est valable pour tous les architectes, effectivement. Oui, parlez dans le micro, non, vous l'avez... En temps passé, oui, j'ai entendu. En temps passé sur l'année, voilà, ça représente... c'est une formation ProPaille, c'était une semaine. Voilà, c'est une semaine par an ou 2 fois par an. Oui. Au fond à droite. Voilà. Bonjour, Anthony Roux, Verdi Ingénierie. Deux questions, s'il vous plaît. Bon, effectivement, c'est un programme qui date de 2015, donc c'était assez précurseur. Aujourd'hui, est-ce que vous avez souhaité jauger le projet en plus C- pour voir à quoi il pourrait prétendre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, je ne sais pas si le bâtiment, le programme est entièrement livré. Est-ce que vous avez des retours sur les consommations aujourd'hui
pour voir la performance finalement attendue. Merci. Alors c'est vrai que ça serait intéressant de faire le calcul E plus C-, mais on ne l'a pas fait. Voilà. En situation aujourd'hui, oui. Oui, on ne l'a pas fait. Pour les performances, on a un très bon retour des utilisateurs. Ils sentent un vrai confort d'usage et avec des consommations qui sont assez faibles. Alors, je n'ai pas de données chiffrées avec moi, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre sur très précisément de quantifier, mais effectivement, on a un très bon retour des utilisateurs sur cette qualité de vie et ce que c'est l'emploi du bois ou la forte isolation, mais en tout cas, ils s'y sentent très bien. Les habitants se sentent bien dans leur, dans leur maison. C'est un objectif atteint. Final. C'est l'essentiel. Ah, Clara. Une question de Julie encore. Le Douglas a-t-il été entièrement purgé de son aubier afin de ne pas nécessiter de traitement? Oui, effectivement, il n'y a pas de traitement sur le bois de Parement. Voilà, réponse simple, pas de traitement. Et enfin, une dernière question avant la pause déjeuner. Voilà. Bonjour, Thiago Mendes, Société Proclimat, des spécialistes de l'étanchéité à l'air. Je voudrais vous demander comment vous avez fait au niveau technique, au niveau de la mise en œuvre, pour améliorer autant vos résultats d'étanchéité à l'air, donc pour obtenir les 0,4, voilà, si important dans la performance thermique du bâtiment. Merci. Alors, comment on a fait? On a été vigilant en phase conception pour effectivement, c'est une membrane d'étanchéité à l'air qui est mise en place, et surtout très très vigilant en phase chantier, puisqu'effectivement, comme les éléments arrivaient tout près, il n'y avait pas de problème. Le seul problème, c'est quand les électriciens arrivent. Désolé pour les électriciens s'il y en a, mais je pense pas. Effectivement, on a été très très vigilant en phase. On a même été obligé de redémonter, pour tout vous dire, certaines parois pour refaire l'étanchéité à l'air en cours de chantier. Donc c'était un vrai sujet complexe. Et on a testé, on n'a pas testé l'intégralité des logements, on a fait des logements témoins, on en a fait 4 pour vérifier cette étanchéité à l'air. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je ne vois pas de main se lever, eh bien, il nous reste à remercier Antoine Papuchon pour effectivement sa présentation.